Nous sommes carrément à la bourre sur ce semestre. Mais ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Comment ? C'est des livres à plus de 100 € que... Non. Après, t'as regardé sur Amazon, regarde d'occasion. Non. 103 €, 68. Lequel Philosophie. Gros livre. Première année. Non, c'est Beauchesne. Vous êtes où là ? Non. Regardez pas chez eux. Regardez pas chez Amazon. Regardez chez Beauchesne directement. Ou alors sur les éditions du Cerf ou Procure, etc. Ouais. Donc, je sais plus ce que je voulais vous dire. On est à la bourre. Voilà, on est à la bourre parce que pour ce premier semestre, on est censé étudier en introduction la loi naturelle et la vertu. Nous en sommes encore là. Et ensuite, la prudence et le courage. On n'y arrivera pas. On va essayer d'aborder la prudence et prochain semestre, on fera courage, tempérance, justice. Ça va être un peu compressé, mais c'est pas grave. On va passer quand même un bon moment. Pourquoi ? Je vous dis pourquoi en fait on est à la bourre. C'est que, comprenez-moi bien, je pourrais très bien vous faire un cours en mode catéchétique, dogmatique. C'est-à-dire, voilà, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut machin, etc. C'est pas ce que je veux. Je veux vous amener en fait à considérer que vous êtes les éducateurs de votre propre vie et donc que vous allez devoir travailler et de manière intelligente pour devenir meilleur. D'accord ? C'est les cours de philosophie morale, malheureusement, que j'ai reçus à ce niveau-là, m'ont présenté ce qu'étaient les différentes vertus, sans jamais me dire comment je pouvais le devenir vertueux, en fait, réellement. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de vous montrer. C'est-à-dire que, certes, on va parler des vertus, mais ne vous en faites pas, si on met un peu de temps à y arriver, c'est que c'est nécessaire. Comprenez bien, jusqu'à présent, on a vu la loi naturelle, donc comprenez bien que c'est d'abord une affaire de dynamisme intérieur, de loi intérieure qui s'exprime en vous. Ensuite, nous sommes en train de voir ce qu'est la vertu. On voit que la vertu, elle est naturelle, elle s'exerce au travers du plaisir et de la peine. On arrive à comprendre en fait que le plaisir et la peine sont des boussoles par rapport à cette activité vertueuse, que l'homme parfait, ce n'est pas l'homme héroïque au sens de la sainteté, mais c'est que réellement l'homme parfait, c'est celui à qui rien ne manque de par sa nature. Et nous étions sur la question du juste milieu. Nous étions avec le deuxième texte du juste milieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, où justement on parlait du fait que à la fois la vertu est un juste milieu entre deux extrêmes, et en même temps c'est un juste milieu relativement à nous. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que la morale, elle s'adapte. Ça a été Maël, je crois qu'il en a parlé dans son oral tout à l'heure, mais la morale ne s'adapte pas à la loi naturelle, mais elle prend en compte la loi naturelle pour s'adapter à votre situation singulière. Et tout ce travail-là, c'est le travail sur lequel butent les idéologues. Car il est très facile d'arriver avec une méthodologie d'action très simple. Vous voyez, des personnes qui vont condamner telle orientation sexuelle, des personnes qui vont condamner telle addiction, tel machin, etc., sans prendre en compte que, attention, quand on regarde la singularité de la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre sur le moment, actuellement. Alors justement, est-ce qu'on avait vu l'entièreté de ce texte ? Livre 2, leçon 6, numéro 6. Oui, je pense. On l'a vu en entier ? Vous étiez arrêté à la rectitude morale, en disant que c'est nous qui notre rectitude morale et notre vie, c'est pas Dieu. Et c'est ça, parce que tous n'ont pas les pieds de la même taille, ce n'est pas le même milieu pour tout le monde. Alors maintenant, il va falloir donner la définition de la vertu. Qu'est-ce que c'est que la vertu ? Parce que jusqu'à présent, on ne l'a pas donné. Alors, c'est parti, je vous donne les textes. Vous les prenez pour vos camarades qui sont absents ou pas ? Vous êtes sympa. Tenez. Merci Jean-Baptiste. Hop.
Je ne sais pas si vous avez compris que pour le moment, on était dans la description de ce qu'était la vertu. Et là, on va donner la définition. Ça, c'est pour deux en plus, là. J'en ai peut-être imprimé en trop, c'est pas grave. Vous les encadrez, vous en faites quelque chose, je sais pas. On est là au cœur de l'introduction. Pas au milieu de l'introduction. Hein, on arrive à la fin de l'introduction, ne vous en faites pas. Mais on est au cœur de l'intro. Une fois qu'on a ce texte-là, tout le reste va apparaître de manière beaucoup plus claire. Et même la réflexion sur la loi naturelle va s'expliquer de manière un peu plus juste. Alors Thomas d'Aquin, donc on est toujours dans le commentaire de l'éthique à Nicomaque. Il va déclarer. Ensuite, Aristote conclut la définition de la vertu à partir de ce qui a été dit. Et il pose d'abord la définition elle-même. Ensuite, il la manifeste. Enfin, il exclut une erreur. Or, il pose 4 parties de la définition de la vertu. Le premier en est le genre, qu'il touche lorsqu'il dit que la vertu est un habitus, comme on l'a montré ci-dessus. La deuxième est l'acte de la vertu morale. Un habitus doit en effet être défini par son acte. Et c'est ce qu'il touche lorsqu'il dit électif, c'est-à-dire qui agit selon un choix. Alors, on va s'arrêter là pour un premier moment. La vertu est un habitus. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus ? Vous vous souvenez de SQQRTL, papa. D'accord ? Substance, quantité, qualité, relation, etc., etc. La vertu est dans le genre de quoi ? Ouais. A priori, qualité. De la qualité. De la qualité en tant que disposition acquise. Mais oui. C'est en même temps une action, parce que c'est une action, c'est acquise par l'action. Par l'action, on y arrive. Par répétition d'actes, vous avez tout à fait raison. Cette disposition, elle n'est pas acquise de manière infuse, contrairement à certaines vertus qui seront théologales, par exemple. La vertu morale, elle est acquise par répétition d'actes. Sauf que, vous vous levez tous les matins à 6h du matin, je sais, Jean-Baptiste, ne vous en faites pas, je sais, mais admettons, en fait, ce qu'il faut, c'est à peu près 90 jours. Pendant 90 jours, vous vous levez à 6h du matin, si vous ne mettez pas de réveil, le 91e jour, si vous n'êtes pas éclaté, si vous n'êtes pas tout ça, vous vous réveillerez à 6h du matin. Ça, c'est ce qu'on appelle une habitude. La vertu n'est pas une habitude. La vertu est un habitus. Quelle est la différence entre l'habitude et l'habitus ? Eh bien, c'est ce qu'il va dire. C'est le fait que cette répétition d'actes, ce ne sont pas des actes subis, ce sont des actes choisis. La vertu est un habitus dans la mesure où c'est une disposition acquise par répétition d'actes choisis. Donc entendez bien que le dressage, par exemple, ça n'est pas l'acquisition de la vertu. L'éducation d'un enfant, ce n'est pas l'éducation à la vertu. L'éducation d'un enfant, c'est lui apprendre à avoir de bonnes habitudes. On l'apprend à avoir de bonnes habitudes, pourquoi ? Pour que le jour où il va décider d'essayer d'être vertueux, ça soit plus facile. Et votre éducation vous a rendu à même d'être plus facilité pour certaines vertus. Et malheureusement, vous a facilité l'acquisition de certains vices. Mais tant que vous n'avez pas choisi votre acte, vous n'êtes pas dans un acte vertueux. Et donc, vous n'êtes pas dans l'habitus. Oui ?
pourtant, en SES, on définit une habitude plus comme une prédisposition. Eh oui. Pour un individu. Ouais, je sais bien, parce que ça c'est Bourdieu. C'est Bourdieu qui est derrière, avec l'idée de conditionnement, en fait, qui va avoir lieu. Mais en réalité, dans l'éducation, il va y avoir 2 actes, vous allez le voir, quand vous aurez des enfants. Premièrement, l'acte qui vise à disposer, en se contrefichant de savoir si l'enfant est d'accord ou n'est pas d'accord. C'est-à-dire que vous le couchez à telle heure, vous le réveillez à telle heure, vous lui donnez ses repas à telle heure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a un moment, ça dépend pour quels actes, mais il y a un moment où c'est lui qui va décider de le faire. C'est lui qui va choisir. À partir de ce moment-là, c'est lui qui se dispose. Comme c'est lui qui se dispose, le sujet se retrouvant dans son acte, on peut parler de vertu. C'est pour ça qu'il est important, par exemple, les gens ne comprennent pas, il est important de dire aux enfants, de les obliger à dire merci, de les obliger à dire s'il te plaît, de les obliger à demander pardon, de les obliger à aller donner à un pauvre, c'est nécessaire. Pas pour les rendre meilleurs. Et c'est là où en fait les gens ne comprennent pas, et les gens trouvent que les éducateurs deviennent tyrans. C'est pas pour les rendre meilleurs, c'est pour les rendre plus facilement capables de choisir ce qui va être bien ou pas. Parce que, vous verrez, au moment de l'adolescence, de toute manière, l'enfant, qui n'est plus un enfant, fait quoi? Il envoie tout péter pour rechoisir. Et c'est lui qui va rechoisir, oui. Vous dites il fait tout péter, donc oui, mais des enfants qui ont des crises d'adolescence. Quand je dis il envoie tout péter, c'est... Enfin, des crises d'adolescence limite invisibles, quoi. Non, mais tout n'est pas forcément crise. Quand on dit on envoie tout péter, c'est pas ne vous figurez pas l'adolescent qui claque la porte et qui voilà. C'est pas du tout ça. C'est qu'il va y avoir une remise en question complète, normalement, c'est normal, c'est le passage de l'âge adulte, de tout ce qui a été reçu. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? Il y a des enfants, ils sont plutôt en accord avec ce qu'ils ont reçu. C'est très souvent lié à la relation qu'ils ont aux parents. C'est-à-dire que si avec les parents tout se passe bien, il n'y aura pas de crise d'adolescence. Pas de phénomène de crise. Pourquoi? Parce qu'il y aura une continuité éducative. C'est-à-dire que, et souvent c'est lié au fait que les parents n'ont pas été trop contraignants et trop dressants. Vous voyez? Plus le parent est dans une logique de dressage pendant longtemps, plus la révolte du jeune va être grande. Plus le parent responsabilise son enfant tôt, plus finalement le choix a déjà été fait. L'enfant a déjà choisi ce qu'il avait envie de faire et ce qu'il n'avait pas envie de faire. C'est pas facile pour les parents de comprendre ça. Le but, au bout d'un moment, c'est que vous discutiez avec un adulte, avec votre enfant. Et plus tôt vous y arrivez, mieux c'est. Alors, il ne faut pas pousser sur la plante, il ne faut pas tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite, parce que sinon, après, les enfants se brisent. Mais il faut bien comprendre qu'avec les enfants, il va falloir à un moment, très tôt, leur parler comme à des adultes. Ne pas leur mentir. Vous savez, l'année dernière, j'avais osé parler du Père Noël. Ça avait fait réagir dans votre amphithéâtre. Il y a des gens qui avaient commencé à dire « Mais le Père Noël, c'est la magie de Noël, c'est des trucs comme ça. » Oui, mais c'est d'abord un mensonge des parents. C'est d'abord un mensonge des parents. Et les enfants vont voir les faiblesses des parents. Mais si les parents, s'ils le voient dans la faiblesse un acte volontaire des parents, alors là, ça ne va pas. Et là, il va y avoir une crise. Le but de la vertu, c'est de choisir. C'est de choisir. Pour que ça soit une vertu, il faut le choisir. Attention, pour que ça soit un vice, il faut le choisir aussi. On va y venir, Donc, il faut bien comprendre que, en morale, ce qui nous intéresse, c'est de quelle manière le sujet décide de s'investir dans son action. S'il décide de ne pas s'investir dans son action, c'est un choix. Et il va falloir qu'il en ait conscience. Alors justement, donc, et c'est ce qu'il touche lorsqu'il dit électif, c'est-à-dire qu'il agit selon un choix. La partie principale de la vertu, en effet, c'est le choix, comme on le dira ci-dessous. Et parce qu'un acte doit être déterminé par son objet, il pose en troisième l'objet ou le terme de l'action, en ce qu'il dit, qui existe dans une médiété par rapport à nous.
C'est un habitus, au sens de disposition acquise par répétition d'actes, attention, d'actes choisis, et ces actes consistent dans une médiété par rapport à nous. Un juste milieu. On a montré en effet ci-dessus que la vertu recherche et fait pair le milieu. Je ne sais pas ce que j'ai voulu écrire là. Effet, pair le milieu. Recherche, le milieu. Virez-moi le effet pair parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. La vertu recherche le milieu, non de la chose, mais par rapport à nous. Or, on a dit ci-dessus que la vertu morale réside dans l'appétit qui participe à la raison. Et c'est pourquoi il a fallu apposer une quatrième petite partie qui touche à la cause de la bonté dans la vertu, lorsqu'il dit en conformité avec une raison déterminée. 4 parties. Habitus, électif, qui consiste dans une médiété par rapport à nous, avec une raison déterminée. C'est-à-dire, nous avons conscience que ce que nous faisons est bon. Il n'y a pas de vertu si vous n'avez pas conscience du bien que vous faites. Vous avez bien compris, hein, en fait, que finalement, l'homme vertueux, ça va demander un peu de boulot. Parce que dans tout l'agir que l'homme va devoir poser, alors je peux vous assurer, moi j'ai vécu cette petite crise morale, c'est pas simple, parce que puis, quand on dit une crise morale, ça dure longtemps en fait, hein, c'est pas en un jour que vous pouvez régler ça, c'est que vous reprenez chacun de vos agirs et vous essayez de percevoir le bien que vous faites. Mais rappelez-vous, quelle est la définition du bien ? Ce à quoi toute chose tend relativement à sa nature. Donc, ce qu'il vous faut discerner, c'est est-ce que la chose que je suis en train de faire est un bien relativement à ma nature ? Eh bien, vous essayez 30 secondes, hein, parce que, résultat, vous êtes plus... je vous donne un exemple. Là, moi, je suis en pleine réflexion sur l'alcool. Parce que, en fait... bon, moi, ça ne m'a jamais posé trop de problèmes de boire. C'est cool, c'est marrant, voilà. Puis il y a de très... Non, mais quand je dis c'est cool, c'est marrant, c'est pas ça. C'est que moi, je me suis jamais mis une race complète. Ça m'est arrivé de trop boire une fois, parce qu'un restaurateur qui m'appréciait bien avait décidé de me faire déguster un alcool de prune. Et ça a été tabassage, mais en règle. C'est-à-dire que c'était un verre, limite une pinte, qui m'a servi, je ne m'attendais pas au truc, il m'a fait aller cul sec, waouh, ça a été un très grand moment de solitude pour moi, qui ne tient pas très bien l'alcool. Mais bon, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à chaque fois que je bois un peu trop, le lendemain, je suis un peu déprimé. C'est-à-dire que sur le moment, ça entraîne une petite jovialité, le lendemain, je suis un peu déprimé. Résultat, je me pose la question, est-ce que c'est bon pour moi ? Le problème, c'est que j'ai une femme viticultrice qui, elle, n'a pas du tout le même rapport à l'alcool. Et vous comprenez bien que, résultat, quand vous commencez à être dans ce discernement moral, ça devient compliqué. Parce qu'il y a tout un tas de données qui vont devoir être prises en compte. Tout un tas de discernements. Donc il nous faudrait, en amont, une vertu qui nous aide à discerner. Le plan est tellement bien fait. Donc, premièrement, avant de vouloir devenir vertueux, fort, tempérant, juste, il faut d'abord être prudent. La définition même de ce qu'est la vertu va vous donner l'ordre par lequel vous allez pouvoir les acquérir. Moi, on m'a appris, quand on m'a fait faire de la philosophie morale, on m'a fait d'abord travailler force et tempérance, et ensuite prudence et justice. Résultat, on n'était ni fort, ni tempérant, ni prudent, ni juste. Pourquoi ? Parce qu'on essayait d'être fort avant d'être prudent.
On essaie d'être tempérant avant d'être juste, et ainsi de suite. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir d'abord travailler notre discernement, ensuite ce par quoi nous serons capables d'agir, ensuite la régulation de nos désirs, et enfin notre rapport aux autres. Vous voyez, c'est dans cet ordre-là. Celui qui vous demande d'être déjà charitable avec les autres alors que vous n'êtes pas à même de pouvoir décider pour votre propre bien, c'est foireux. Et vous allez faire de grosses erreurs en fait. Et justement, avec une raison déterminée, il le dit, en effet, rechercher le milieu n'est bon que si cela se fait selon une raison déterminée, parce qu'il arrive vraiment que la raison soit droite et erronée, il faut que la vertu opère selon la raison droite, comme on l'a posé. Il faut que nous soyons déjà bien disposés quant à notre raison. Une de vos camarades à l'oral m'a fait cette distinction, m'a rappelé cette distinction entre la vertu morale et la vertu intellectuelle. C'est-à-dire que Aristote nous dit, non mais la vertu intellectuelle, elle s'acquiert par l'éducation, par l'enseignement, par le truc comme ça. Elle n'est pas importante pour la question morale. Ce que dit Thomas d'Aquin, il dit si, elle est importante pour la question morale, la vertu intellectuelle. Pourquoi ? Parce que c'est que selon une raison droite qu'on va être capable de bien juger ce qui est bon pour nous. Nous arrivons en novembre, les amis. Nous avons perdu une heure de sommeil, pas du tout. Nous avons gagné une heure de sommeil, mais nous avons perturbé tout notre rythme avec ce changement d'heure. Et vous vous étonnez d'éprouver une petite fatigue, parfois une petite lassitude, parfois l'impression d'être complètement sous l'eau. En plus, évidemment, c'est le cœur du semestre, donc on rajoute des devoirs, donc on rajoute des horaires à n'en plus finir, etc. Votre raison droite doit à un moment baisser. Vous ne pouvez pas être en sur-régime tout le temps. Donc, que va faire votre raison droite, normalement ? Votre discernement, il va juger de vos actes et il va considérer lequel est bon actuellement, en fonction des circonstances. Parce que, chers amis, et là vous y allez, attention, le but de cette deuxième année, si vous fassiez des liens avec ce que vous voyez en deuxième année et ce que vous avez vu en première année. Quels sont les critères de qualification morale d'un acte ? Oui, alors vous pouvez me lever des doigts, des machins. Ouais, Cyprien ? Intention. L'acte lui-même. Les circonstances. Super. Donc maintenant vous comprenez que l'acte en lui-même est évalué relativement à quoi ? À votre nature universelle, à votre singularité, à vos circonstances. Et vous ne pourrez juger de la bonté d'un acte que si vous prenez en compte la loi naturelle, donc c'est-à-dire cette loi quasiment physique en vous, qui vous oriente au bien, mais ce que vous êtes et vos circonstances. Ce n'est pas le moment de mettre 4 soirées par semaine si vous finissez à 20h toute la semaine. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de scroller sur son téléphone parce qu'on a l'impression que notre journée nous échappe et donc on a envie de se remettre un petit peu de récompense dopaminique dans le cerveau. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de, je ne sais pas, de se prendre la tête relationnellement lorsque vous sentez que vous êtes fébrile intérieurement. Ce n'est pas le moment d'aborder certains sujets alors que vous êtes déjà au bout de votre vie. Ce n'est pas le moment de réfléchir sur qu'est-ce que vous faites sur cette terre alors que vous êtes en train de galérer pour faire vos devoirs maison. Ce n'est pas le moment. Et vous voyez, l'homme vertueux, il y a un moment où son éducation personnelle, ce qu'il va devoir faire avec lui, c'est choisir le bien. Dans quel but ? De se disposer à agir bien. Alors justement, le petit drame, c'est que nous ne sommes pas que bien disposés. Parce que nous serions dans une neutralité morale. Ce serait super.
Ce serait super si nous étions indéterminés par rapport au bien ou au mal. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. De par nos habitudes, de par notre éducation, de par notre culture, nous sommes plus ou moins facilités, ou je ne sais pas comment on dit, il y a plus ou moins des obstacles entre nous et notre propre bien. Et notamment, il y a la question du vice. Alors c'est très drôle parce que quand vous parlez à quelqu'un et vous dites que il vous semble que cette personne est vicieuse, la personne entend forcément des règlements pervers sexuels. Alors que le vice, c'est juste le contraire de la vertu. Donc certes, celui qui est complètement déréglé au niveau sexuel est vicieux, ça il n'y a pas de problème. Mais en réalité, le vice n'est pas une insulte. Le vice, c'est un drame. Pourquoi ? Alors justement, on va voir ce que c'est. Augustin, c'est un texte de Thomas, toujours. Augustin, dans le De Libero Arbitrio, donc dans le libre arbitre, déclare « La vertu est une bonne qualité de l'esprit par laquelle nous vivons droitement. Nul n'en fait un mauvais usage, et Dieu l'opère en nous et sans nous. » Cette définition embrasse parfaitement tout ce qui est essentiel à la vertu. J'aime bien, vous voyez, Thomas ne dit pas que Augustin a parfaitement raison. Il dit, ça embrasse parfaitement tout ce qui est essentiel à la vertu. C'est-à-dire, bon, grosso modo, c'est à peu près bien. La notion parfaite d'une réalité récapitule toutes ses causes. Or, notre définition comprend toutes les causes de la vertu. Voilà, donc toutes les causes de la vertu. Allez, donc Augustin a raison sur la question de la cause. Qu'est-ce qui est cause de la vertu ? Le bien par définition, c'est Dieu. Donc résultat, ça marche. Voilà, on arrive à s'en sortir. Pour autant, la cause formelle de la vertu, comme n'importe quelle réalité, est tirée d'un genre et d'une différence quand on dit que c'est une bonne qualité. Et oui, une bonne qualité, disposition acquise. Le genre de la vertu, c'est la qualité. La différence, c'est le bien. Vous entendez ? Là, c'est la définition. Genre plus différence spécifique. Le genre, c'est la qualité. C'est une qualité, une disposition acquise bonne. La définition serait cependant plus juste si, au lieu de qualité, on mettait l'habitus, qui est le genre prochain. La vertu, d'autre part, n'a pas une matière de quoi elle soit extraite, pas plus que les autres accidents, mais elle a une matière sur quoi elle s'exerce, et une matière en quoi elle réside, c'est-à-dire un sujet. La matière sur quoi, c'est l'objet de la vertu. On n'a pas pu le mettre dans la définition pour cette raison que, par l'objet, la vertu se trouve délimitée dans une espèce, alors qu'on donne ici une définition de la vertu en général. Oui, comprenez bien qu'à chacun des actes qui existent, il y aura une vertu correspondante. Elles sont toutes des dispositions acquises par répétition d'actes, mais cet acte, ce bien et ce qu'elle va disposer en vous, fait que à chaque siège de la vertu, il y aura une vertu différente. Oui. On connaît les cardinales et les théologales, il y en a plein d'autres. Il y en a 15 000 autres. Là, je vais vous en sortir plein. Il n'y a pas cette vertu un peu... Non, mais en fait, non, parce que les cardinales, en fait, pourquoi on appelle ça les cardinales ? Parce que cardinal, en latin, signifie gond de porte. C'est-à-dire que vous en avez une, hop, la prudence va vous ouvrir à des centaines de vertus dont la base sera la prudence. C'est ça, mais donc il y a des vertus pour tous les actes. Ouais. Ah oui, relatif à toutes les choses. Ouais. C'est pas forcément lié. Je sais Ouais. pas. Je me demande où se place le talent là-dedans. Et est-ce qu'on peut gâcher un talent ? Est-ce que c'est vicieux comment est-ce que ça... Talent, Aristote dirait que c'est une disposition naturelle, innée. Oui. Vous avez des dispositions naturelles innées. Le talent, en fait, s'évalue à partir d'un besoin d'une société. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui a, je sais pas, vous avez le talent de sauter très très haut. Bon, il y a 220 000 ans, peut-être que c'était très utile pour votre culture. Aujourd'hui, c'est pas très utile. Sauf si vous vous mettez à faire du sport olympique, etc. Vous voyez ? Donc le talent gâché, c'est plus circonstanciel. C'est plus au niveau des circonstances que vous allez pouvoir le voir. D'accord ? Moi, je me méfie de l'éducation qui dit qu'il faut aller au bout de ses talents.
Il faut aller au plus haut que l'on peut. C'est pas vrai. Il faut aller au bien. C'est d'abord ça. Qu'un enfant soit très très doué en maths, ben c'est super, il est très doué en maths, c'est très bien. Voilà. Il n'aime pas les maths, et ben il ne va pas faire de maths. On ne va pas le forcer à en faire, vous voyez. Au début, on va le forcer un petit peu, évidemment. Il faut quand même, parce que le but ne sera pas tellement les maths, ce sera plutôt la discipline qu'il va acquérir par les maths. C'est comme un instrument de musique. Un enfant n'a pas très envie au début de faire des gammes, de faire des trucs comme ça. C'est sûr, c'est pas très marrant. Oui, mais l'acquisition, la disposition qu'il va acquérir est quand même intéressante, est quand même importante. Il ne vise pas l'instrument de musique. S'il veut arrêter l'instrument de musique après, c'est pas grave. Ce qu'il aura acquis, il l'aura acquis. En revanche, pousser au bout d'un talent quelqu'un, c'est peut-être négliger d'autres aspects. Vous voyez, c'est pas parce qu'il est très bon dans un domaine qu'il va être très heureux dans ce domaine-là. Cette distinction n'est pas évidente à comprendre. Surtout dans notre discernement Parcoursup. Vous voyez, aujourd'hui, les conseillers en orientation, les trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent là où vous êtes bon et ils disent c'est là où vous serez heureux. Non, ça se trouve, tu es un peu médiocre à un endroit, mais c'est là qu'en fait tu te déploies au maximum. Ah oui, c'est peut-être là qu'il faut aller. Ouais. Du coup, ce qu'il faut rechercher, là où on aura le plus de plaisir, de bonheur. C'est pas que le plaisir, attention. Hein. Où là, on fera au mieux fructifier qu'on est. Concrètement, c'est un peu du tout, non? En fait, non, mais enfin, comme vous dites, c'est-à-dire que souvent les choses sont un peu liées. C'est-à-dire que quand vous êtes bon dans un endroit, souvent ça vous rend un peu heureux. Mais il faut bien comprendre, il y a des choses que vous considérez comme meilleures, comme un sommet, mais ça ne vient pas de vous. C'est que d'autres ont inculqué en vous l'idée d'un certain sommet. Je ne sais pas, on vous a dit que être... je sais pas, aujourd'hui c'est la grande mode, mais être manager, c'est vraiment génial. Oui, mais vous pouvez être, ça se trouve, vous êtes très bon manager, c'est génial. Mais c'est pas là que vous êtes le plus à même de vous... c'est pas là que se trouve votre perfection. Vous voyez ? C'est pas là que vous êtes le plus humain. Et parfois, c'est très difficile parce qu'il y a une confrontation entre ce que nous sommes et les idéaux. Idéal. Les idéaux des idées, idéologie, pensez idéologie, qui sont dans notre tête. C'est-à-dire, on aspire à sauver le monde, mais on a la capacité de prendre en charge un moineau. Ouais, en fait, il va falloir le considérer, quoi. Il va falloir virer le fait de se dire, je dois sauver le monde. Et ça va être difficile. Ouais. Si à l'inverse, on peut sauver le monde, mais qu'on se dit, non, en vrai, je préfère m'occuper du moineau, est-ce que c'est, et que ça nous rend heureux, est-ce que c'est bien du fait qu'on puisse sauver le monde? Oui, c'est bien. C'est bien. Peut-être qu'il y a un mieux, mais c'est déjà bien. Vous voyez, le philosophe moral, il n'oppose pas le bien au mal. Il oppose le bien à un moindre bien ou à un meilleur bien. Il y a des choses qui sont moins bonnes, mais qui sont quand même bonnes. Et c'est très bien si tu le fais. Il y a aussi cette responsabilité, parce que là, dans l'exemple que tu viens de donner, typiquement, il y a aussi tous les exemples de ceux qui, aujourd'hui, ont la capacité et ont les dispositions, etc. Et les responsabilités. De pouvoir faire du bien autour d'eux, notamment dans leur profession, etc. Et qui se retirent. Il y a un peu une idée de fuite. Mais oui, mais la fuite, il y a un moment où c'est un discernement. Si c'est une fuite vicieuse par lâcheté, là c'est pas bon. Mais si c'est une fuite tout à fait raisonnée, de dire mais cette société, prenez société, groupe dans lequel je suis, etc., ne mérite pas que je la sauve, c'est un discernement. Ouais, mais c'est pas très... Mais je pense pas que ce soit très concret par rapport à la réalité. Non, mais si tout le monde agit comme ça, la société va... Oui, mais la logique du sacrifice, le propre du sacrifice, c'est qu'il est choisi. Librement. On ne lui impose pas de se sacrifier. Parce que sinon, c'est pas un sacrifice, sinon c'est un meurtre, en fait. Que des gens... Moi, je comprends très bien que des gens disent « Mais moi, je ne m'investis pas en politique, parce que c'est un milieu pourri, parce que, clairement, je vais me détruire pour des merdes. »
C'est-à-dire pour des gens qui vont jamais me le rendre, en fait. Donc c'est un don total. Personne n'est forcé au don. Et personne ne vous reprochera. Personne ne vous reprochera. Allez. Ici-bas ou ailleurs, personne ne vous reprochera de ne pas vous être donné. Tout le monde vous félicitera de vous être donné. Ça oui. Mais personne ne vous reprochera de ne pas l'avoir fait. Parce que le don, c'est libre. C'est pleinement libre. Si vous le faites parce que vous vous sentez obligé, mais non, désolé, c'est plus un don en fait. Ce qu'il faut, c'est regarder vraiment les circonstances de la fuite et les circonstances du don. Mais il n'y a que la personne qui réellement prend la décision qui sera à même de juger la question morale. Hein. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un parce que vous le regardez, vous dites, tiens, c'est marrant, il ne fait pas plus. Ah oui, mais tu ne sais pas où il en est. Intérieurement, personne ne sait où il en est. Vous voyez, c'est la même chose dans un couple, c'est la même chose dans une famille, c'est la même chose dans... il faut être capable de mesurer quelles sont les capacités de la personne. Et parfois, on fait des erreurs. C'est normal, hein. Parfois, il va y avoir des erreurs de jugement. Mais avec un enfant, par exemple, il va falloir regarder de quoi il est capable aujourd'hui. Et cette adaptation, vous voyez, éducative, cette adaptation, je vous préviens, philosophie, si vous faites de la philosophie morale, vous arrêtez de juger moralement. Hein. C'est un truc qui vous ruine le jugement, en fait. Hein. Et c'est très difficile parce qu'on aimerait bien condamner. On aimerait bien, mais la philosophie morale, elle vous rend de moins en moins capable de condamner les personnes. Elle vous rend de plus en plus capable de dire tel acte, s'il y a telle circonstance et telle intention, c'est clair, c'est mauvais. Ou tel acte ne peut pas réaliser la personne. C'est pas possible. Ça, c'est clair. Par contre, quand vous voyez une personne faire cet acte, vous aurez beau dire, oui, je sais que l'acte est mauvais, mais ça se trouve, la personne, elle fait ce qu'elle peut. Et ça, voilà. C'est ce qu'on appelle la loi de la gradualité. Donc, un très beau concept qui a été mis en avant par un pape qui s'appelle Benoît XVI. Et tout le monde lui est tombé dessus. On lui dit, il y a une loi de la gradualité, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable d'accéder au bien le meilleur. Et il précise, ça n'implique pas qu'il y ait une gradualité de la loi. Ça ne change pas la nature du bien de dire ça. Les choses sont bonnes ou les choses sont mauvaises. Mais il y a des gens qui, aujourd'hui, sont incapables de faire le bien. Vous entendez ça ou pas ? Il y a des gens qui sont incapables de faire le bien. Aujourd'hui. Mais on y arrive. Et c'est aussi ce qu'on a vu dans l'intro avec la naturelle et les lois, après, les conditionnements culturels, etc. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'un vice, c'est un habitus ? On y arrive. Ne vous en faites pas. Quant à la fin de la vertu, puisqu'il s'agit d'un habitus actif, elle consiste dans l'activité même. Hein, la finalité de la vertu, c'est l'acte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Adélaïde. Mais il faut remarquer que parmi les habitus actifs, quelques-uns sont toujours pour le mal. Les habitus vicieux. Quelques autres, tantôt pour le bien et tantôt pour le mal. L'opinion, par exemple, va au vrai et au faux. Ou alors, vous prenez l'habitude. L'habitude, c'est tantôt au bien, tantôt au mal. Mais la vertu est un habitus qui se porte toujours vers le bien. Aussi, pour discerner la vertu des habitus qui se portent toujours vers le mal, on dit qu'elle assure une vie droite. Et pour la distinguer de celle qui se porte tantôt vers le bien et tantôt vers le mal, on dit que nul n'en fait mauvais usage. Bon, après, on parlera après de la dernière. Il faut bien comprendre que le vice, c'est une vertu mauvaise. Donc ça a toutes les caractéristiques de la vertu, sauf l'aspect mauvais. Donc le vice est une disposition acquise par répétition d'actes libres à faire le mal. Ça veut dire que l'homme vicieux est disposé à faire le mal. Et librement,
est de moins en moins capable d'être disposé au bien. Quel est l'extrême du vice ? Ça, c'est une petite thèse un peu personnelle. Mais si vous poussez un vice à l'extrême, vous arrivez à une pathologie mentale. D'accord ? Quelqu'un qui, par exemple, est dans un excès de lâcheté, de paresse, de tristesse, etc., vous avez vraiment tous les syndromes, tous les symptômes d'une personne dépressive. Ou un excès de peur, de complotisme, etc., vous arrivez à la paranoïa. Un excès d'égoïsme, vous arrivez à du narcissisme, un excès, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont tellement disposées à faire le mal que, en fait, pour survivre, leur nature se tord et finit par devenir pathologique. D'où le fait que ce soit un drame. Et oui, la personne qui ment de plus en plus, attention, il y a un moment où il y a un principe de réalité qui va devenir très difficile à assumer. Si elle ment tout le temps et qu'elle se met à croire à ses mensonges, ça devient grave en fait. Pour elle, hein. La personne qui ne peut pas s'empêcher, dès qu'il voit une image érotisante, d'éprouver un désir et donc de se masturber devant un film porno, etc., en fait, au bout d'un moment, ça va affecter sa vie, son désir. Et donc, dès qu'il verra une image érotisante, eh ben, il sera stimulé, fantasmé, stimulé, vous voyez. La personne, attention, prenons l'inverse, la personne qui a pris l'habitude de détruire en elle tout appétit, tout désir, parce qu'elle en a peur, parce qu'elle ne l'aime pas, parce que, voilà, à chaque fois qu'elle éprouve un désir, tac, il faut l'évacuer, il faut se flageller, il faut ce machin, elle va se dégommer. Elle va devenir insensible. C'est vraiment glacial, en fait. Et le vice, c'est ça qui est terrible, c'est que ça s'acquiert par des petits actes qui vont nous désensibiliser au mal. Cette loi-là, entendez-la, parce qu'elle est difficile à comprendre. Elle est très existentielle. Plus vous ferez le mal, moins vous verrez que c'est du mal. Pas parce que vous verrez plus le permis et le défendu, on n'en est plus là, hein, d'accord ? On vire ce genre de stupidité de l'esprit. Mais c'est que, comme ça va devenir une disposition, vous ne percevrez plus l'inadéquation. Vous ne percevrez plus la désintégration intérieure que cela produit. Le premier meurtre, c'est celui qui va marquer la personne. Et ensuite, vous parlez avec des soldats, vous parlez des machins, allez, ça s'enchaîne. Et à la fin, c'est comme ça. Bah oui, c'est une vie humaine. Oui, mais ça veut dire qu'en elle, c'est désintégrer l'idée de la vie humaine. Et le respect de la vie humaine. Ouais. Du coup, au moment où on est complètement désensibilisé du mal, est-ce que ça reste un vice ou pas ? Oui, mais c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment le vice profond. C'est-à-dire que, en fait, la personne est complètement disposée. Mais prenez l'inverse, la vertu profonde, la personne n'a même plus de lutte pour poser l'acte bien, l'acte bon. Tout le fait que ce soit naturel. Oui, ça devient comme une seconde nature. Vous avez dit que pour la vertu, on avait, même si elle n'était pas innée, on avait des dispositions en nous Oui. qui sont déjà là. Oui. Est-ce que pour le vice, on C'est a pareil. aussi ces dispositions en nous ? Eh oui. Du coup, il faut savoir lesquelles on développe. Mais oui, et puis il faut repérer très tôt, le plus tôt possible. Vous êtes encore jeune, vous pouvez le faire, hein. Il faut repérer très tôt le « oh là 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 là, mais là, je suis vraiment handicapé, les amis ». Dès qu'arrive, je ne sais pas, vous voyez, il y a des tempéraments comme ça, les changements de rythme, que vous prenez, je sais pas, les vacances, puis vous retournez en cours, etc. Les changements de rythme, ça bouleverse tout. Résultat, la personne se met à, je sais pas, soit être en colère, soit déprimée, soit partir en live complètement sur la fête et ce genre de choses.
Bon, la personne, il faut qu'elle repère qu'à chaque changement de rythme, oula, ok, comment je peux me border? Moi, on est obligé de parler de soi, hein, donc je suis désolé parce que non, mais je veux pas. En fait, le but c'est pas que de. J'ai vécu des cours de philosophie morale où on parlait de moi, et c'était terrible, parce que quand vous avez quelqu'un qui, avec, je veux dire, le scan d'un médecin, vous voyez, regarde votre vie morale sans vous parler à vous, mais en fait vous décrit les différentes dispositions qui vont pas bien, etc. Vous sortez du cours, vous dites oh, je suis une merde, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Donc voilà, moi j'évite de faire ça. Mais résultat, j'ai perdu ce que je voulais dire. Quand je parlais de moi, c'était intéressant, sûrement. Ouais, du changement de rythme et tout. Oui, non, c'était pas ça. Oui, du choix, la disposition à faire le bien, la disposition à faire le mal, et les jeunes, faut trouver. Oui, et qu'il faut arriver. Non, mais bref, c'était un exemple, mais que je n'ai pas. Donc tant pis, ça reviendra après. Mais donc entendez bien hein, qu'il y a une nécessité à se regarder avec une très grande vérité. Si, je l'ai retrouvé. Ah, ça y est, pardon, excusez-moi. Très grande vérité. Le téléphone portable. Un de mes amis, je vous avais déjà raconté, a décidé plus de téléphone portable, plus de smartphone, il se prend une brique et puis voilà. Donc je me foutais de sa tronche. Il me dit mais moi je suis pas assez vertueux. Moi. Je suis pas assez vertueux pour pouvoir faire face à ce truc-là. Cet outil-là et il y a des gens qui sont très forts, qui arrivent très bien à s'en sortir. Moi je n'y arrive pas. De plus en plus, je me rends compte que moi, je n'en suis pas capable non plus. Vous voyez, mais il y a plein de signaux qui arrivent progressivement. De dire, j'ai commencé à regarder, vous savez, avec le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone. Il y a des applications comme ça qui vous le montrent, etc. Ce que je faisais réellement sur mon téléphone. Finalement, quels étaient, depuis que j'avais un téléphone, quels étaient les effets réels? Est-ce que j'avais changé depuis que j'avais un téléphone? Et vous voyez, et là pour l'instant je suis vraiment à la phase prudence, où on diagnostique le terrain. Mais plus ça va, plus je vois la réponse, vous voyez? Plus je vois en fait la réponse. Et je vois très bien qu'il va falloir que j'ai une grande charité envers moi pour me séparer de ce téléphone. Que je n'ai pas encore cette charité. Ce qui prouve que c'est une merde, pour moi. Vous voyez, ce qui prouve, vu que c'est en train d'aliéner petit à petit ma liberté, ça prouve que c'est une daube. Pour moi. Et ça, vous voyez, vous allez avoir plein de situations, avec plein d'agirs différents, où vous allez repérer ce genre de truc. Où par votre discernement, vous allez commencer à vous dire, là, il y a un truc, là, il y a un vice. Il y a un vice qui s'installe progressivement. J'ai encore du temps. J'ai encore un peu de temps. Mais il ne faut pas trop attendre. Hein, parce qu'à partir du moment où vous avez saisi le problème, il va falloir vous dire, attention, chaque acte reposé, chaque fois que je passe trop de temps sur ce téléphone, eh bien je me dispose à en passer de plus en plus. Vous voyez, je me désensibilise. Et oui, et je pensais jusqu'à présent que des petites cures, vous voyez, de TikTok de temps en temps, des petits trucs comme ça, de temps en temps, oh, ça allait suffire. Tu parles, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un... Alors, et je vous le dis, je sais que c'est pour moi. Pour moi que c'est un problème. Pourquoi? Parce que moi, je veux lire. Moi, je veux pouvoir contempler les choses. Et je veux pouvoir passer du temps relationnel réel avec les gens. Ce truc-là capte toutes les énergies dont j'ai à disposition pour ces activités-là. Et donc, en ce sens-là, vis-à-vis de l'acte que je veux poser, c'est mauvais pour moi. Vous avez une question, Maëlle? Oui, en fait, vous disiez, j'ai fait la comparaison entre le avant et après. Ouais. Parce qu'en fait, par exemple, je prends l'exemple avec nos générations, comme on a toujours été dedans, C'est clair. On ne peut pas faire de comparaison. Alors, c'est là où c'est intéressant, par exemple, de se faire un mois sans. Vous voyez, je ne vous parle pas de 2 jours sans, parce qu'en fait, ce n'est pas suffisant.
Mais le problème, c'est que, moi, je suis pour essayer, mais le problème, c'est que si je regarde pas ma boîte mail tous les jours et si je regarde pas mes messages tous les jours, je rate la plupart de mes coups. Mais ça peut changer toutes vos habitudes. En fait, c'est ça le problème, c'est que et vous allez le voir. Là, j'ai pris l'exemple du téléphone, mais c'est pour plein d'autres trucs. Vous avez pris l'habitude. Imaginez la personne qui a pris l'habitude, quand il rentre du boulot, il se prend une petite bière. Ça fait des années qu'il fait ça. C'est une vertu, tout à fait, c'est ça. Oui, mais il se rend compte que quand il n'y a plus de bière et qu'il rentre, il devient énervé. Il devient agressif, il devient... Voilà. Vous voyez, quand il commence à se rendre compte de ça, il va falloir qu'il change d'habitude. Donc c'est quoi ces habitudes qu'il va falloir qu'il mette en place ? Et vous voyez, c'est la même chose pour les écrans, pour le téléphone, pour les trucs comme ça. Votre boîte mail, faut le regarder sur l'ordinateur. Donc vous aurez des heures pour regarder vos boîtes mail. Vous serez plus accessible par WhatsApp. Vous serez plus accessible pour tout le monde. Donc, alors vous pouvez installer WhatsApp sur votre ordinateur, maintenant c'est tout à fait possible et tout ça, mais vous serez moins joignable. Et donc, il faut préciser aux gens, si tu veux me joindre, il faut me joindre d'abord comme ça. Vous n'aurez plus de GPS. Ouais. Mais vous ne devenez pas des ermites. Par contre, vous allez devoir être inventif. Ça va devenir chiant pour les autres. Oui, tout à fait. Mais c'est votre vie. Vous voyez, c'est là où le discernement... C'est là où c'est le discernement qu'il faut poser. C'est-à-dire que c'est là où vous devez poser un discernement. C'est, est-ce que ce que va vous coûter la perte de cette habitude est plus lourd que ce que vous allez gagner à la perdre ? Mais, oui, parce que moi, juste milieu, mais oui. Eh oui, mais oui. Oui, parce que ce que vous dites, vous avez dit c'est pour moi, etc. Mais moi, je partage cette envie et j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes qui n'ont pas non plus ce rythme de prof que vous avez. Et je leur remets pas du tout en question, mais moi, je vois ça avec mon père qui fait des allers-retours dans la France pendant toute la journée pour travailler. Ouais, mais quand il est tout le temps en visio et tout ça, il me dit franchement, j'aimerais bien ne pas être confronté avec mon téléphone et faire tout par papier, etc. Mais j'en ai pas la possibilité. Mais c'est pas... Mais vous avez plein d'autres moyens, vous voyez, visio, etc. D'accord, visio, vous prenez un ordinateur. Il y a plein de moyens aujourd'hui, heureusement. On est encore dans une société un peu riche, donc on a plein de moyens pour pouvoir un petit peu... Voilà. Ça devient embêtant quand vous devez prendre des billets de train. C'est-à-dire que vous êtes partout, etc., que vous n'avez pas l'appli SNCF et compagnie. Il va falloir tout photocopier. Non, mais super, c'est vraiment très pénible. Enfin, voilà. Il y a moyen aussi de faire un truc, c'est de se dire, vous avez un téléphone, parce que vous avez votre smartphone. Vous avez votre téléphone, vous savez que de telle heure à telle heure, vous le mettez, et de telle heure à telle heure, vous prenez l'autre téléphone. Vous avez cette possibilité-là. Il y a plein de choses. En fait, c'est là où la prudence, on va le voir, est présente. C'est qu'il va falloir être inventif. Mais ça ne se prend, cette décision, que si vous avez saisi qu'il y a un danger pour vous. Si vous le prenez juste pour essayer, bon, d'accord, je suis le premier à faire des trucs comme ça, c'est-à-dire jeûner une semaine pour essayer. Bon, voilà, on essaye, c'est marrant. Mais la vie morale, c'est pas tellement des essais, c'est plus un discernement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Je vous donne un exemple. À un moment, pendant le confinement, avec mon épouse, on a commencé une série et au premier épisode, l'un et l'autre, on ne s'est pas senti bien. On ne s'est pas senti bien du tout par rapport à cette série. C'était une série qu'il ne fallait pas qu'on regarde en ce moment, à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le confinement nous avait mis dans un rythme qui était complètement différent, avec des problématiques, avec des questions, avec des choses comme ça. Et cette série semblait justement aborder ces questions-là. C'était pas bon. Il faut juste être vigilant. Et vous voyez, le philosophe moral, c'est celui qui va essayer d'arrêter d'être a posteriori de son agir, mais plutôt d'être a priori de l'agir. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis sans ménagement, nous, on réagit après l'action. On se dit, tiens, c'était pas bon pour moi, ça. Le but, c'est de passer de ce moment-là à, il y aura un moment intermédiaire, où pendant que vous êtes en train de faire l'action, vous dites, non, mais c'est de la merde ce que je suis en train de faire. À, tiens, j'ai le choix, faut pas que je le fasse.
Alors, la dernière phrase de Thomas, je vous l'ai laissée, c'est pour justement distinguer les vertus morales des vertus théologales. La vertu théologale, elle est infuse. Foi, espérance, charité, pour les chrétiens, c'est des vertus qui sont données par Dieu. D'accord ? C'est pas acquise par répétition d'actes. C'est pas plus tu vas aller à la messe, plus tu vas y croire. Non, non, non. C'est pas plus tu vas dire ton chapelet, plus tu vas y croire. Non. La confiance en Dieu, tu la demandes à Dieu. L'espérance en ses promesses, tu le demandes à Dieu. La charité, c'est-à-dire l'amour de lui et l'amour des autres tel que lui aime les autres, tu le demandes à Dieu. Plus tu vas être charitable, pas plus tu vas être charitable. En revanche, ce qui est vrai, c'est que plus on laisse la grâce agir, pour les chrétiens, hein, je parle en théologie chrétienne, hein, pour les chrétiens, plus vous laissez la grâce agir, plus elle est libre d'agir. Donc souvent, plus vous laissez aller la charité, plus vous allez avoir de charité. Plus vous laissez aller la foi, plus vous allez avoir la foi. D'accord ? Non, parce que ce n'est pas votre action qui vous dispose. Vous allez le voir, c'est l'action de recevoir, c'est la disposition de recevoir plutôt que l'action de... Oui, non mais... Disposition, c'est nous qui travaillons à disposition. Non, en fait, dans le vécu, dans l'existentiel, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la charité, la tension d'amour que vous allez éprouver pour les autres, elle va augmenter indépendamment de votre action et de votre vouloir. C'est-à-dire que vous allez vous mettre, c'est le témoignage de théologiens chrétiens et tout ça, vous allez vous mettre à aimer vos ennemis d'une manière disproportionnée. Vous allez aimer les autres de manière disproportionnée, vous allez aimer Dieu de manière disproportionnée par rapport à la réalité qui étaient vos actions d'amour avant. Et cette disproportion, par exemple, va vous faire dire mais tout ce que je fais, c'est petit par rapport à ce que je vis en fait à l'intérieur. La foi, c'est la même chose. Confiance en Dieu, indépendamment de tous les événements, indépendamment de ce que la raison peut vous dire, indépendamment de tout ça. Voilà. C'est foi, espérance et charité. Oui. Et si on pousse ça à l'extrême, ça peut être au dépens de notre bien. Par exemple, la charité. Exactement. Exactement. D'où la prudence. La prudence, les martyrs, il y a un moment où, la prudence, elle dit, est-ce qu'on est réellement en train de vraiment nous accomplir pleinement comme ça ? Non. Et d'ailleurs, on ne va jamais dire, ce sont les martyrs de la prudence. Non, c'est les martyrs de la foi, martyrs de la charité. Martyrs au sens de témoin. Vous voyez, et c'est pour ça que quand vous regardez les grands hommes moraux, c'est pas des saints. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des limites. Vous prenez Marc Aurèle, il y a un moment, il est ultra vertueux. Hein. Mais à un moment, les chrétiens qui ne veulent pas s'agenouiller devant l'empereur, mais on les bute, quoi. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ils se pensent supérieurs au bien de l'Empire. C'est des malades, les mecs. Il faut les buter. Et pas par colère, hein. On va les buter parce qu'ils mettent en péril tout le monde. Comment ? Est-ce qu'il avait raison ? Je sais pas. D'un point de vue très humain, oui, il avait raison. Enfin, mais pardon, hein, mais d'un point de vue très humain, voilà. Il y a un moment, il faut quand même réfléchir, c'est-à-dire que... Il y a buté. Non, mais vous prenez Justin de Naplouse, philosophe, qui se fait interroger par justement un des gars de Marc Aurèle, qui est stoïcien lui aussi, un des profs de Marc Aurèle, hein. Et en fait, Justin lui le dégomme au niveau philosophique en lui disant mais d'où des gens doivent s'agenouiller devant l'empereur ? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ton institution humaine qui n'est pas bonne. Et donc le philosophe, le juge qui est philosophe stoïcien, Sévrinus, je sais plus comment, non c'est pas Sévrinus, je sais plus, lui dit oui c'est vrai tu as raison. Il était prêt de la quitter. Il allait la quitter et là Justin. Le seul Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Et c'est devant lui que je m'agenouillerai. Allez, terminé. Ok. C'est pas rationnel, c'est du délire. Donc il se fait couper la tête. Allez, on se fait une petite pause.
La vidéo est maintenant terminée. Il te faut repartir dans la réalité. Mais si tu veux vraiment avec moi continuer, faut pas hésiter et tu peux t'abonner. On danse, on sourit, la joie nous envahit. On s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici. On est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. Vas-y, abonne-toi, yeah, yeah. Et entre dans la danse. Yeah, yeah. Vas-y, danse, danse. Yeah, yeah. Oh. Retourne dans ta vie d'un pas décidé, car la philosophie ne va plus te lâcher. Loin des folles folies et du prêt-à-penser, tu vas goûter ta vie, c'est ça la liberté. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. On danse, on sourit, la joie nous envahit. On s'envole, on rit, c'est ça la philosophie. Mais entends mon ami, on se prend pas au sérieux ici. On est tous humains, c'est ça la vraie vie. Abonne-toi et laisse un mot, partage bien la vidéo. Viens fripounet et entre dans la danse. Dans la communauté, on pense en cadence. Abonne-toi.